Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Nouvelle tension à la frontière entre l'Érythrée et l'Éthiopie. Les deux pays se reprochent une attaque menée à Tsorona, une petite zone frontalière située entre les deux États. Également dans l'actualité, au Mali, un premier pas a été fait dans le processus de l'accord de paix signé en 2015 à Alger. Un accord tripartite a été ratifié ce mardi 14 juin. Et puis au Tchad, les autorités de N'Djamena ont mis en place des opérations de drainage des eaux pour éviter les inondations, une démarche nécessaire à l'approche de la saison des pluies. Nouvelle tension à la frontière entre l'Érythrée et l'Éthiopie. Dimanche 12 juin, les deux pays se sont reprochés mutuellement une attaque à Tsorona, une petite zone frontalière très disputée par les deux pays. Cet incident traduit les tensions qui durent depuis plusieurs mois entre les deux États, malgré la démarcation précise des frontières résolues par l'accord d'Alger en 2000. Zara Mohamed Moutiou. Tsorona, Badmé, à 170 km au sud d'Asmara, reste encore et toujours la frontière de la discorde entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Dimanche 12 juin, le gouvernement érythréen accusait les forces éthiopiennes d'avoir perpétré une attaque sur le front de Tsorona. Allégation démentie par le gouvernement éthiopien qui affirme qu'il s'agissait d'une contre-offensive. Dans ce regain de tension, l'Éthiopie met en garde le gouvernement du président Isaias Afewerki contre toute action militaire. Pour nous, Éthiopiens, cette situation est la conséquence des provocations de l'Érythrée. Les derniers tirs de forces érythréennes ont été la goutte de trop. Nous ne pensons pas qu'ils s'attendaient à une telle réponse de notre part. Nous avons la capacité de mener une guerre totale contre l'Érythrée, mais nous ne voulons pas le faire. Mais si jamais le régime érythréen décide de retenter une autre opération ou quelque chose de stupide, c'est leur choix, mais cela aura de très lourdes conséquences. Malgré l'arrêt des hostilités en 2000, suite à l'accord d'Alger, le différend frontalier n'a jamais été résolu entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Le tracé qui s'étend sur 1000 km est toujours sous la surveillance des troupes et des affrontements de faible intensité sont régulièrement observés. Mais pour l'opposition et les militants érythréens, la perspective d'une guerre est peu probable. Il n'y a pas vraiment de raison pour l'Éthiopie de commencer une guerre à l'heure actuelle. En revanche, pour l'Érythrée, s'il y a une guerre ou même la rumeur d'une guerre, cela pourrait être un moyen pour le gouvernement érythréen d'obtenir le soutien de la communauté internationale. Il s'agit en fait de détourner l'attention. Une stratégie peut-être pour l'Érythrée, alors qu'un rapport d'une commission d'enquête de l'ONU, publié le 8 juin 2016, dénonce 25 ans de ce qu'elle qualifie de crimes contre l'humanité perpétrés par le gouvernement érythréen. Mais il n'en demeure pas moins que les combats de dimanche pourraient être les plus violents depuis la fin des hostilités il y a 16 ans. Et avec les rumeurs d'un conflit imminent entre les deux voisins, les forces armées sont désormais sur le qui-vive. Au Mali, le processus de paix signé à Alger en 2015 peine à se mettre en place. Néanmoins, ce mardi 14 juin, un premier pas a été fait. Un accord tripartite a été signé entre les rebelles, la plateforme et le gouvernement. Des autorités intermédiaires devraient bientôt être mises en place au sein des collectivités locales des 5 régions du Nord. Birama Sonera. Au Mali, le processus de paix se poursuit. Le gouvernement, la plateforme et les groupes armés se sont mis d'accord mardi 14 juin 2016 sur la mise en place d'autorités intérimaires. Le document signé par l'ensemble des partis précise que ces autorités seront installées dans les collectivités des 5 régions du Mali. Les membres de cette nouvelle institution seront désignés de façon consensuelle, une revendication des groupes armés qui vient d'être acceptée pour un retour de la paix dans la partie septentrionale du Mali. Le processus de paix, il est irréversible et qu'il faudrait consentir un certain nombre d'efforts, un certain nombre de sacrifices comme celui-là et accepter que la CMA, ceux qui avaient pris des armes, ceux qu'on peut qualifier de frères égarés, il faut accepter aujourd'hui qu'ils participent à la gestion du pouvoir, le pouvoir au niveau local, au niveau régional et même au niveau national. C'est vraiment un pas décisif que le gouvernement, la CMA, la plateforme tombe enfin d'accord sur la mise en place, l'opérationnalisation des autorités intérimaires. Les lignes ont véritablement bougé à ce niveau-là. Avec ce nouvel accord, le gouvernement, la CMA, coordination des mouvements de l'Azawad et la plateforme s'engagent à assurer la sécurité et le redéploiement des services sociaux de base.
Pour les observateurs, ce nouvel accord pourra contribuer à décrisper la tension déjà tendue sur le terrain. Il intervient également au moment où la médiation internationale accuse un des membres signataires de l'accord d'Alger, notamment le Haut Conseil pour l'unité des Azawad, de jouer un double jeu avec les terroristes. Je pense qu'aujourd'hui, que ce soit le gouvernement, que ce soit la plateforme, que ce soit la CMA, tous ont compris que le salut ne viendrait que dans la mise en œuvre de l'accord. Mais les exemples sont légion en la matière au Mali. Les accords sont signés et après, il n'y a pas de respect, quoi. Il y a de la mauvaise foi, souvent de part et d'autre, et c'est regrettable. Le nouvel accord prévoit également un calendrier de mise en œuvre et du retour de l'administration malienne dans les 5 régions du Nord. Ainsi, dès le 30 septembre 2016, le retour de certains services de l'État à Kidal sera effectif. Il s'agit notamment des services techniques de l'éducation, de la santé, de l'énergie et de l'eau ou encore de la justice. Prévu pour l'accord de paix, la mise en place des autorités intérimaires constituait un blocage dans le processus de paix. L'élevage est un secteur capital pour l'économie du Niger. Cette activité représente 11% du PIB national et elle contribue à lutter contre la pauvreté ou encore l'insécurité alimentaire. Mais malgré sa contribution dans la création d'emplois notamment, de nombreux défis restent à relever. Oumou Kalsoumba. Le secteur de l'élevage est considéré comme le pilier de l'économie du Niger. Il représente 50% du produit intérieur brut et emploie près de 87% de la population active. Le cheptel national est évalué à plus de 36 millions de bêtes et est composé entre autres de bovins, d'ovins, de caprins, d'équins. L'élevage le plus courant en milieu rural est de type extensif. Parvenir à assurer un niveau de sécurité alimentaire adéquat pour une population toujours plus grandissante tout en préservant de façon durable les ressources naturelles constitue un des plus grands défis auxquels le Niger reste confronté. Déjà, je le dirais, le moteur, particulièrement du développement rural de l'élevage. Je l'ai dit tantôt quand j'ai évoqué la place qu'occupe l'élevage en matière d'exportation, de revenus d'exportation. C'est la deuxième place. Il est également le moteur parce que tout simplement, les revenus tirés par les populations de cette activité leur permettent réellement de couvrir leurs besoins alimentaires. Il est aussi le moteur pour la simple raison que aujourd'hui le Niger est un grand fournisseur des pays de l'Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest, la demande des produits dérivés de l'élevage comme le lait, la viande, les œufs constitue aujourd'hui des opportunités pour les éleveurs nigériens. Cependant, les difficultés de la pratique de cette activité résident en grande partie dans la réglementation du secteur. C'est comment les politiques vont prendre en compte un secteur qui est déjà un levier de développement. Le Niger doit pouvoir élaborer une politique adaptée à l'importance de son secteur, qui est l'élevage. L'État n'a pas reconnu le statut de l'éleveur, par exemple. C'est quoi si quelqu'un n'a pas de statut, c'est qu'on ne te reconnaît même pas comme acteur de développement. Nous avons beaucoup lutté pour que l'État reconnaisse le statut de l'éleveur, tout comme le statut de l'agriculteur. Les produits agro-silvopastoraux représentent 39% des recettes totales d'exportation nigérienne, soit 88% des recettes hors uranium. Les produits de l'élevage se placent au premier rang avec 22% des exportations. Également dans l'actualité, au Cameroun, la douane et le fisc ont signé un partenariat d'échange d'informations pour maximiser la collecte des recettes fiscalo-douanières. Auparavant, le manque de collaboration entre ces deux entités était identifié comme un frein à la maximisation de la collecte des recettes. Ce partenariat intervient dans un contexte de baisse des recettes pétrolières, lesquelles représentent 25% de l'enveloppe budgétaire de l'État. Au Tchad, régler le problème de la canalisation des eaux dans le processus d'urbanisation et particulièrement à N'Djamena était l'une des priorités des autorités. Ces dernières ont mis en place des opérations de drainage d'eau pour éviter les inondations. Un reportage de notre correspondant au Tchad, Mahamat Ramadan, commenté par Idlet Mirabel Bissou. Certains quartiers de la capitale tchadienne font régulièrement face aux inondations. Cette année, à l'approche des pluies, les autorités municipales ont pris l'initiative de curer les caniveaux des grandes artères de la ville et ont aménagé les bassins de rétention d'eau pour éviter les catastrophes pluviales. Les communes des arrondissements concernés ont appelé les populations à contribuer aux efforts de l'aménagement de leurs quartiers respectifs. Chaque commune
prévoit le curage des caniveaux et enlèvement des terres curées. Donc actuellement, nous avons commencé depuis le mois de mai et que toutes les canalisations qui se trouvent au niveau du 5e arrondissement sont en train de curer. Les travaux sont déjà presque vers la fin. Donc le reste maintenant, nous avons mis une commission de réception de chaque travaux et donc nous on attend le procès verbal de la commission de réception et puis on va aller sur le terrain pour vérifier est-ce que les curages sont bien faits ou pas. Les populations diamenoises trouvent cette initiative des autorités municipales louable, mais elles estiment que les travaux devraient commencer plus tôt que prévu parce qu'ils risqueront d'être interrompus par la saison pluvieuse qui s'annonce déjà abondante. Ces dernières années, les caniveaux parfois ne permettent pas à l'eau de se drainer normalement. Ça va être un véritable soulagement. Sauf que c'était un peu tard, ça devait être peut-être fait bien avant. Pour les experts, les curages des caniveaux des principales artères de la ville et l'aménagement des bassins de rétention pour le pompage des eaux usées sont une initiative réfléchie, mais ils ne sont pas faits dans les règles de l'art. Surtout ce qu'ils ont curé, il faut qu'ils dégagent aussi au fur et à mesure. Mais quand ils curent, ils laissent sur place, ça reste dès que la pluie revient, ça va encore ramener dans le caniveau et ça va toujours bloquer les goulots. Donc il faut vraiment faire ce travail à temps. Normalement, ça devait commencer de cela depuis mars et jusqu'en mai, ça prenait fin. Rappelons que 4 des 10 arrondissements de la ville de N'Djamena ont été inondés par les pluies en 2015, causant d'importants dégâts matériels. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.